mieux pris en compte les critiques qui nous ont été faites, nous allons peut-être mieux orienter nos politiques publiques. Ce livre, c'est l'histoire de mon parcours. Ce livre, c'est la lecture que je me fais du bilan des 14 ans d'Ali Bongo. Mais ce livre, c'est aussi un ensemble de propositions. Lorsque je dis qu'il faut créer la marque Gabon, c'est une proposition. Lorsque je dis qu'il faut renforcer la diversification de notre économie en faisant le constat que le pétrole va s'épuiser, c'est une proposition. Lorsque je dis qu'il faut bâtir une société de confiance, c'est une proposition. Lorsque je dis qu'il faut que le Gabon soit devenue une puissance maritime, c'est une proposition. Lorsque je dis qu'il faut définir une nouvelle stratégie de défense, c'est une proposition. Donc il y a des propositions. Après, l'usage qui sera fait de ces propositions, on peut déterminer que bon, c'est minimisé, donc on ne s'en occupe pas. Comme hier on l'a fait, quand d'autres faisaient des propositions. C'est un choix, mais ces propositions sont mûrement réfléchies. Elles ne sont pas tirées d'un livre d'histoire, d'un livre de géographie, elles sont tirées d'une expérience vécue, d'une année entière et au-delà, passée aux affaires étrangères. C'est tiré aussi de mon expérience du cabinet du président, de mon expérience de gestion de terrain, en disant voici ce que nous pouvons faire. Je n'ai pas la science infuse, ce ne sont que des propositions d'un être humain qui essaie de réfléchir à l'avenir de son pays. Sur la SEG, Madame de l'Union, pardonnez-moi, je vais encore vous titiller un peu. J'ai regardé récemment qu'en 1994, l'Union avait tiré la sonnette d'alarme sur la SEG. 1994, je n'étais pas au gouvernement. Je rappelle que la privatisation de la SEG s'est faite. Jean Higuindon était ministre délégué chargé des privatisations au ministère de l'économie et des finances. Et que lorsque cela a été privatisé, certains à la SEG ne voulaient pas entendre parler de privatisation, disaient qu'il fallait réorganiser. Il y a des problèmes qui sont anciens, que j'ai vécu au ministère de l'Énergie, qui sont d'abord des problèmes de sous-investissement. Les deux centrales qui ont été créées, construites à Libreville, l'une à Libreville, à l'Enakiri, l'autre à Port-Gentil, Cap-Lopez, par Ali Bongo en 2013-2014, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de ne pas vivre totalement dans le noir. Mais le sous-investissement, c'est aussi quoi? C'est le fait que la SEG n'a pas toutes les marges de manœuvre pour investir, que le ministère de l'Énergie manque de ressources pour investir, et que les choix budgétaires ne sont pas faits pour prioriser ce secteur-là, où on met l'accent sur tout ce qui est thermique, parce qu'il y a un lobby du pétrole qui a besoin de continuer à vendre des carburants, alors qu'on devrait plutôt investir dans les barrages hydroélectriques, dans la construction des lignes de transport. Nous avons construit une ligne de transport entre Minzik et OIM de 90 volts, 90 kV. Et cette ligne de transport aujourd'hui, elle est dans l'herbe parce qu'on n'a pas construit le barrage hydroélectrique de FEDE. Alors qu'une entreprise a été commise pour ça, qui venait avec ses propres financements. La même entreprise qui devait faire le barrage de Fougamou sur les chutes de l'Impératrice, c'est un secteur que je connais. Et c'est un secteur aujourd'hui, quand l'État doit 100 milliards à la SEG, on dit 72 milliards maintenant à la SEG, parce que l'État ne paye pas ses consommations. Et ça fait des années que ça dure. Et le ministre de l'Énergie que j'ai été s'est battu pour que les consommations de l'État, 800 millions par mois, soient payées. Mais il fallait se battre tous les jours avec le budget, ça continue. Ils ne payent pas parce que les priorités sont ailleurs. Quand vous devez 78 milliards de francs à une entreprise, vous voulez qu'elle investisse comment? Quand dans le même temps, cette entreprise, en dehors de ce que doit l'État, a plus de 100 milliards dehors auprès des particuliers, des entreprises qui n'avaient pas recouvré. Quand cette entreprise, il y a à peine un an qu'ils ont mis une agence à Ngonje, qui est un grand quartier à Kanda, il y a à peine un an qu'ils ont mis une agence à Ngonje pour le recouvrement. J'avais proposé à l'époque que tout ce qui est compteur d'électricité, on bascule sur le tout prépaiement, que tout le monde soit en prépayé. Ça allait éviter la question du recouvrement d'une part. D'autre part, de construire de nouveaux ouvrages, et Ali Bongo a lancé la construction du barrage de Kingeri Aval, qui est en cours de travaux. J'ai vu que le Premier ministre Nsima est allé visiter, de mon direct c'est le CTI. Enfin bref, ça aussi c'est... Donc cela a été fait. Maintenant il faut construire des lignes d'électricité parce qu'au niveau de Grand Koubara, il y a de l'énergie, mais qu'on ne peut pas ramener sur Libreville parce qu'il n'y a pas de ligne de transport d'électricité. Et ensuite la SG doit investir dans la distribution. La solution d'amener un bateau flottant, cette solution, c'est un sparadrap. Ce n'est pas une solution pérenne, c'est un sparadrap.
Et donc, tant qu'on n'investit pas dedans, ce n'est pas seulement le confort des ménages, c'est l'économie qui en souffre. Les entreprises aujourd'hui souffrent à pouvoir remplir leur carnet de commandes parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il faut traiter. Oui, c'est des problèmes anciens. Je ne peux pas dire aujourd'hui, devant votre micro, que ce sont des problèmes créés par le CTI. Je dis qu'aujourd'hui, le CTI apporte des mauvaises solutions. La solution, ce n'est pas le bateau-usine qui en rate au vélo. La solution, c'est continuer à travailler pour investir dans les barrages hydroélectriques. Et c'est moi qui ai engagé la discussion avec Perenco pour valoriser le gaz de Mayumba et faire là-bas une centrale thermique. Les titres de l'Union sous Ali Bongo pendant les 14 ans. Et je n'ai vu aucun titre de l'Union qui remettait en cause l'action politique d'Ali Bongo. Donc, s'il vous plaît, madame, lorsqu'on s'appelle Union, on essaie de faire différemment. Ensuite, votre question est très intéressante. Vous me dites que je fais mon mea culpa. Je ne sais pas si dans cette salle, les gens n'ont retenu que cela. Mais c'est une orientation qui est la vôtre. Et encore une fois, sans m'avoir écouté, vous êtes venu avec une question, et vous la posez, et je réponds à votre question. J'ai répondu à l'honorable Séraphin Akouré sur une métaphore sur le sport. J'ai été étudiant, j'ai été élève, j'ai fait du sport. Et Akouré me demandait de passer le relais. Et j'ai dit à Akouré, tiens, ça fait pas longtemps qu'il y a les Jeux Olympiques. Une course de relais, ça se passe en coéquipier. Vous me dites, on me l'a arraché. Oui, celui qui était censé faire la sécurité de la course a arraché le gars. Et il s'est approprié, il est allé à la ligne finale où lui n'était pas compétiteur. Et ça, vous ne posez pas cette question. La question de savoir, il y avait une compétition. Il y avait donc une course. Si celui qui était censé avoir gagné n'a pas gagné, donnez le trophée à celui qui, à vos yeux, a gagné. Pourquoi vous, qui fait la sécurité de la course, pour récupérer le trophée? Cette question, vous ne la posez pas. Mais ça serait bien de la poser. Vous me dites, est-ce que je ne suis pas dans le bon rôle? Mais bien sûr que je suis dans le bon rôle. À moi de critiquer. Hier, moi, j'ai subi des critiques et je n'ai pas pleuré. Moi, j'ai 57 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais vécu dans ce pays, en affrontant tous les jours de la vie, des portraits sur des panneaux 4x4, tous les jours que Dieu fait. Je n'ai jamais vécu comme ça. En 90, on a dit au Omar Bongo, on n'en veut pas, on ne veut pas, on veut être libre, on veut être libre. De 90 jusqu'à son décès en 2009, il n'a plus baptisé un seul bâtiment public du nom d'un parent de ses parents. Les gens des Boris, c'était avant. Sur le film Bongo, c'était avant 90. Mais là, on a des portraits partout. Vous arrivez ici à l'aéroport, vous rentrez dans le hall d'attente, c'est des portraits partout. 4x3. Dans toutes les villes du Gabon, c'est des 4x3. Qu'est-ce que c'est? On nous dit on est libéré. Mais pourquoi est-on libéré avec des portraits de quelqu'un partout? C'est l'occupation. Ça n'a pas un autre terme. Allez vérifier dans vos livres d'histoire. Ça s'appelle l'occupation. Quand la France est libérée, puisqu'on fait des parallèles, quand la France est libérée, on enlève les portraits de Hitler, on enlève la croix gammée, on enlève de partout. Il n'y a plus aucun portrait. Quand De Gaulle devient président du Conseil, il n'a plus jamais porté l'uniforme dès qu'il a été décidé qu'il est président du Conseil. Comment peut-on libérer les gens avec les uniformes? Comment peut-on dire qu'on est libre avec les armes pointées sur la tempe? Comment est-ce qu'on est libre avec un couvre-feu? Ça fait plus d'un an que le couvre-feu dure. C'est une occupation, ce n'est pas une libération. Et donc maintenant, il faut construire une nouvelle société. Avoir une autre vision de la souveraineté nationale, en commençant par construire une souveraineté industrielle, en commençant par avoir ce que j'appelle une société de confiance, en opposition à une société de soumission qui nous est proposée, où on dit la main qui demande est toujours en bas, c'est la soumission. Où on peut dire publiquement à un gouvernement, vous faites ce que je dis, sinon vous partez, c'est la soumission. Moi j'appelle une société de confiance. La confiance en nos institutions, la confiance en nos capacités à transformer notre environnement, à nos jeunes, à nos femmes, à nos élus, à nos parlementaires, à nos acteurs politiques, à nos acteurs sociaux, à nos travailleurs indépendants, la confiance. J'appelle aussi à mettre en place un système national d'intégrité. L'intégrité doit exister.
On ne peut pas se servir de l'État, on est aujourd'hui dirigeant et on prend tout, on raque les fonds, on raque. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas dire qu'on va gérer différemment ou autrement et puis on est dans les avions d'un homme d'affaires à qui on donne tous les marchés de l'État. Cet homme d'affaires vous transporte en tant que dirigeant du pays, il met ses avions à votre disposition et derrière ça, il a les marchés de l'État. On dit qu'on veut la souveraineté industrielle du pays, économique du pays, et derrière ça, on donne à un opérateur étranger les compagnies nationales, le transport maritime, sans qu'on ait fait d'appel d'offres, sans qu'on ait dit que cette compagnie était mise à prix, on doit la vendre. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas évalué, mais on donne à quelqu'un. Vous vous souvenez de l'affaire Santulot? Peut-être qu'on a oublié. Mais je fais une petite digression sur l'affaire Santulot, j'en parle dans le livre. J'étais député à l'Assemblée nationale. Un ancien ministre d'État, Zachary Miboto, il était député, il siégeait pour le compte de l'UGDD. Quand le ministre Magouan Gambia vient à l'Assemblée nationale pour présenter les grands projets routiers qui allaient être réalisés avec M. Guido Santulot, Zachary Miboto à l'Assemblée nationale, il a interpellé le ministre. Et il lui a dit, j'ai été ministre des TP. Je ne connais aucun opérateur économique au monde capable de préfinancer jusqu'à 400 milliards si ce n'est pas la surfacturation. Qu'est-ce qu'il avait raison, Miboto? Mais à l'époque, à l'Assemblée, nous soutenions le PDG, nous soutenions la majorité, nous soutenions le pouvoir. Et on a considéré que Miboto était négri. Je le confesse. Et nous nous sommes trompés parce qu'à la fin, l'affaire Santulot, on la connaît aujourd'hui, l'affaire Santulot. Et là, on nous fait Santulot bis. On lui donne des travaux routiers à faire, sans les TP, sans évaluation, sans rien. 700 milliards de travaux routiers qui va préfinancer. Derrière ça, il y a des péages à faire. Mais quand avons-nous débattu de tout ça? Est-ce que c'est ça, la restauration des institutions? On sort du projet qui a été présenté pour faire autre chose. Et donc, et maintenant, il y a ça. Et maintenant, il y a la vision que nous partageons pour notre pays. C'est la partie 3. Et puis, il y a toujours la conclusion. Mesdames et messieurs, au bout de tout ceci, il y a une lueur d'espérance. Au bout de tout ceci, il y a un projet collectif à bâtir. Au bout de tout ceci, il y a un projet alternatif à bâtir. Ce n'est pas perdu. Ça ne l'a pas été hier. Et mon étonnement aujourd'hui, c'est que ce qu'on nous a reproché, à nous qui étions en responsabilité, c'est reproduit puissance 10 sous nos yeux et on ne dit rien. On nous a dit, mais vous avez tout validé sans rien dire. Et ils ont eu raison de nous le dire. On aurait dû réagir publiquement. Nous avons réagi dans des cercles particuliers et convenus. Mais pourquoi ceux qui nous l'ont dit acceptent aujourd'hui un projet unique? Ils sont silencieux. Certains d'entre eux sont de mères étrangères ou de pères étrangers. Saké, Aoussa, et on a grandi dedans, en étant un dans cette multitude. Et j'ai eu la chance de côtoyer ces paysages, ces êtres humains, ces cultures, etc. Ça prépare à quelque chose. Mais au-delà de la question de l'appropriation de nos identités, il y a la question du parcours. Il y a la question du parcours. Et dans ce parcours, il y a le Gabon qu'on rencontre. Et ce Gabon, il est incarné par ceux qui le dirigent. Agoumakou, c'est de dire ma part de vérité sur ce que auront été les 14 années de présidence d'Ali Bongo. Par certains côtés décriés au niveau national, par d'autres adulés au niveau international, mais dans tous les cas, il a fallu accoucher sur le papier et inscrire noir sur blanc la part de vérité de ce que je sais moi, de ce qu'ont été les 14 années d'Ali Bongo. Cela s'ouvre en partie une avec une interrogation, et pourtant, les choses ont été faites. Et pourtant, nous avions si bien commencé. Et pourtant, le pouvoir tel qu'il est vécu au Gabon n'est pas isolé des pouvoirs africains. Et donc le chapitre premier s'ouvre sur des réflexions sur le pouvoir en Afrique et le cas du Gabon en particulier.
l'homme que je suis devenu, après 30 ans de vie politique, je pense que je peux avoir le droit aujourd'hui d'apporter une modeste réflexion sur la question du pouvoir en Afrique. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il une forme de particularité de l'exercice du pouvoir en Afrique? Pourquoi est-ce qu'on en sort toujours blessé? Pourquoi on en sort porteur de 1000 cicatrices de coups reçus? C'est une interrogation. C'est aussi porter un regard lucide sur le bilan d'Ali Bongo, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait, sur ce à quoi il s'est engagé, sur les actes manqués de ce bilan, mais aussi sur les réussites de ce bilan. Un regard lucide. C'est aussi la question de la souveraineté. Tiens, on en parle beaucoup aujourd'hui, la souveraineté. Mais quelle souveraineté peut-on avoir lorsqu'on n'est pas capable de nourrir sa population? Quelle souveraineté peut-il y avoir lorsque nous ne sommes pas capables de protéger nos frontières? Quelle souveraineté peut-il y avoir lorsque notre coopération nous amène à regarder de loin en loin et jamais près de nous? Quelle souveraineté? À Ouagadougou, c'est les acquis de ce qui a été fait dans ce domaine essentiel de la diplomatie, de la sécurité, de la protection de l'environnement. C'est aussi cela. C'est aussi des tentatives de diversification de l'économie avec la création de filières qu'on a développées, qu'on a mises en place. C'est une stratégie maritime qui s'ancre fortement dans le besoin de mieux protéger notre espace. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le territoire du Gabon, ce n'est pas seulement les 266 667 km² de surface terrestre, c'est aussi 164 000 km² de surface maritime, en intégrant la zone économique exclusive. Mais tout ce territoire, il faut le protéger. Nos richesses en mer, les richesses halieutiques, mais en dessous également. Aujourd'hui, on voit qu'il y a l'exploitation des matières premières sous-marines. Que faisons-nous? Quelle capacité nous donnons-nous? Cela, les esquisses ont été apportées. C'est aussi les ressources dont nous disposons. Le pétrole est finissant, plus que 10 ans. Dans 10 à 12 ans, on n'aura plus de pétrole à exploiter. Mais le Gabon, c'est 3 matières premières principales. Le pétrole, le manganèse et le bois depuis 80 ans, depuis 100 ans. Mais le pétrole, on annonce dans 10-12 ans, c'est fini. Mais 10-12 ans, c'est demain. Mais que fait-on? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de restructurer, de réorganiser? C'est aussi cela. L'eau, qui est ici identifiée comme ressource stratégique et propriété nationale. C'est une proposition que nous faisons. La deuxième partie est attendue, mais avant la deuxième partie, mesdames et messieurs, nous avons souvent entendu dire que vous n'avez rien fait. Et dans Ouagadougou, je fais le bilan de mes 3000 jours de ministre, 3000 jours de membre du gouvernement. Je fais le bilan de mon parcours, de ce que j'ai fait au ministère de la Communication, de ce que j'ai fait à l'économie numérique, au sport, à la culture, aux affaires étrangères, à l'énergie, mais aussi à la primature. À la primature, c'est 7 mois et 200 jours. Mais en réalité, 7 mois et 200 heures, mais en réalité, c'est là que devait porter le vrai sujet et le vrai débat. Ce n'est pas sur la personne Billy Binza, c'est sur la question qu'a-t-il fait avec les ressources mises à sa disposition. Et je réponds dans ce livre, et j'attends des contradicteurs